Vous connaissez la devise toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Cette devise olympique s'applique très bien aux nouvelles constructions. Les ponts sont de plus en plus longs, tels que le pont de San Francisco ou le viaduc de Millau. Quant aux bâtiments, par souci d'aménagement et par démonstration de grandeur, les bâtiments sont de plus en plus hauts, comme la tour de Dubaï ou celle de Singapour. Comment est-il possible de réaliser ces mégastructures? Pour construire cette structure, il faut dans un premier temps déterminer leur comportement. On fait alors appel à la mécanique des milieux continus. Ce modèle permet de relier la contrainte à la déformation. La contrainte correspond à une force appliquée par unité de surface. La déformation est un allongement normé par la longueur initiale. La relation entre ces deux variables peut s'avérer très compliquée, surtout en 3D. Pour simplifier, plaçons-nous dans un cas d'abstraction simple. Le tracé de la contrainte par la déformation peut se décomposer en trois domaines. Une partie élastique, caractéristique d'un comportement caoutchouteux, une partie plastique, au comportement proche de la pâte à modeler, et une zone de rupture. Dans notre cas, nous souhaitons que la structure ne casse pas. Il existe deux méthodes pour retarder la rupture. Augmenter l'allongement à la rupture, comme pour la gélatine, ou augmenter la limite d'élasticité. Cette solution est retenue pour les constructions puisqu'on ne souhaite pas déformer la structure. C'est dans cette optique que les constructeurs ont développé un matériau spécial, le béton. Mais est-ce vraiment un nouveau matériau? Faisons un peu d'histoire. En effet, celui-ci existe depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Il provient de l'amération par les Romains du mortier. Le béton est alors constitué de pierre, sable, eau, chaux ou de ciment. L'Empire romain utilisa ce béton pendant près de 4 siècles. À la chute de l'Empire, l'optique n'était pas à la construction, mais plutôt à la guerre, en favorisant l'usage des métaux et du bois. Le béton tomba donc en désuétude. Après le Moyen-Âge, on retrouve une stabilité géopolitique propice au développement des constructions. C'est finalement en 1756 que le béton fit son retour sous une forme évoluée contenant de l'argile et du gravier. Enfin, en 1867, un Français, Joseph Monnier, a inventé le béton armé, qui est encore utilisé de nos jours. Son idée a été d'insérer dans le béton initial, appelé matrice, des tiges métalliques, appelées renforts. L'assemblage renfort-matrice fait du béton armé un composite. Cela permet d'augmenter la limite d'élasticité de la matrice. Le métal se met sous forme d'ossature, non, d'armature, c'est-à-dire déposé de manière ordonnée, homogène, tout au long de la structure. Ce nouveau matériau a permis d'en faire des constructions plus importantes. Cependant, le béton armé n'a pas encore une résistance suffisante pour subir des contraintes des mégastructures comme le viaduc de Millau. En effet, les grandes distances impliquent des forts déplacements locaux et donc une rupture plus facile, d'où le développement d'un béton plus résistant. C'est donc en 1929 qu'un autre Français, M. Frayssinner, inventa le béton précontraint. Bien qu'il existe plusieurs méthodes pour précontraindre le béton, celles-ci fonctionnent toutes sur le même principe. On contraint les renforts, typiquement en acier, dans le sens de la sollicitation lors de leur utilisation. Ensuite, on loge les tiges en coulant le béton. Des contraintes opposées vont être induites dans le béton afin de rester à l'équilibre. Lorsque l'on relâche l'effort sur les renforts, les contraintes dans le béton restent. On obtient notre béton précontraint. Ainsi, lorsque le béton précontraint subira une sollicitation, la contrainte totale ressentie sera moins importante que dans un béton classique ou armé. En effet, la contrainte totale est la somme des contraintes appliquées et de la précontrainte. Maintenant que vous savez comment sont réalisées ces mégastructures, une question se pose. Que nous réserve l'avenir? Quels matériaux pour construire des gigastructures comme des liaisons transatlantiques ou des tours d'1 kilomètre? Et pourquoi pas rêver d'un pont pour aller sur la Lune?